d'accueillir ce soir deux personnalités dans le monde du recrutement que sont Agathe Berling, qui est donc Client Manager chez Neumann Partners. Bonsoir. De chasse de tête. Et puis Laurence Klein, qui est une ancienne de l'ISEG, après laquelle je cours depuis quelques années pour qu'elle puisse venir partager son expérience auprès de vous, parce que je pense que ce sera très intéressant pour vous d'avoir son témoignage aussi en tant qu'ancienne ISEGienne. Et donc Laurence à la direction de la direction régionale de Manpower, région Est. Alsace et un peu la Moselle. Et un peu de la Moselle. Mais Alsace. Voilà. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que je vais leur poser la première question, mais l'idée c'est vraiment de faire circuler le micro pour que vous puissiez poser vos questions, parce que voilà, elles sont là ce soir pour vous, elles ont pris de leur temps précieux pour témoigner auprès de vous de leur parcours professionnel. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et encore merci à toutes les deux d'être venues ce soir. Donc pour commencer, ce que je vous propose à chacune d'entre vous, c'est de vous parler brièvement de votre parcours professionnel, de votre fonction actuelle et de votre entreprise. Donc on va commencer par Agathe peut-être. Oui, volontiers. Voilà, donc Agathe, je travaille depuis un peu plus de 10 ans chez Neumann Partners. Alors qu'est-ce qui m'a amené dans les métiers du recrutement ? Je dirais tout sauf l'appétence au départ pour le recrutement et les ressources humaines, étant donné que j'ai effectué un parcours plutôt international au sein d'un institut de relations internationales. Donc j'ai effectué des études trilingues, anglais, allemand, sur des sujets divers que vous devez aussi côtoyer, j'imagine, dans vos études, le marketing, les relations entre les pays, les langues, etc. Et j'avais, pour dire, pas vraiment d'idée sur le métier vers lequel je souhaitais m'orienter, si ce n'est que je voulais évoluer dans un contexte international, que j'aimais beaucoup la communication, les relations, on va dire, ou les contacts, et que je m'orientais, je dirais, vers des fonctions plutôt généralistes que spécialistes. Et je me suis spécialisée parce que c'était à la mode à l'époque, c'était peut-être ce qu'on pourrait appeler une nouvelle fonction ou un nouveau métier qui émergeait, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, l'intelligence économique, ou comment chercher la bonne information, la divulguer aux bonnes personnes. Voilà, et tout cela m'a amené à être en contact, pas dans l'immédiat à la sortie de mes études, mais néanmoins, je dirais, mon deuxième poste, à être en contact avec François Mechler, qui est le directeur du bureau de Strasbourg, de Neumann, et qui, il y a 10 ans, cherchait une personne qui puisse l'accompagner dans ses recherches de candidats, dirigeants, cadres, spécialistes internationaux. Donc une personne qui parle les langues étrangères, qui a une solide culture économique, qui s'intéresse à la recherche d'informations, à comment naviguer. À l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, mais on va dire dans le web, dans les conférences, enfin, où chercher l'information, comment l'amener, comment la trier, etc. Et j'ai trouvé que ça correspondait plutôt bien aux études que j'avais menées. Et du coup, je me suis orientée un peu malgré moi, je dirais, vers les métiers du recrutement, dans lesquels finalement je suis restée, vu que je travaille toujours chez Neumann. Voilà, alors que fait Neumann que propose Neumann comme service et quelle est l'activité de l'entreprise? C'est une société qui a été fondée il y a fort longtemps, il y a plus de 40 ans, en Europe, en 1971 à Vienne, en Autriche, par une personne qui porte bien son nom, qui s'appelle Helmut Neumann, ou qui s'appelait, car M. Neumann est décédé l'année dernière. Il a bien rempli ses fonctions depuis une quarantaine d'années. Et donc Helmut Neumann a été un des pionniers, enfin c'est même le pionnier, qui a créé le premier cabinet de recrutement par approche directe européen. Alors qu'est-ce que c'est l'approche directe ? C'est un nom barbare d'executive search, voilà, c'est le terme en tout cas de la profession. Et l'executive search, consiste en fait à aller
chercher directement des ressources, aller les identifier pour les amener vers, enfin les mettre en relation, on va dire, avec des personnes qui pourraient être en recherche de ce type de profil. Donc c'est un peu, je dirais, l'inverse du recrutement par annonce, c'est-à-dire qu'on ne poste pas d'annonces auxquelles répondent des candidats, mais au contraire, on va aller chercher des candidats qui ne se portent pas candidats, qui pourraient par contre être intéressés par un changement. Donc c'est ce qu'on appelle l'executive search. Et il y a plus de 40 ans, cette pratique un peu barbare était assez fréquente aux États-Unis. Et les cabinets qui pratiquent, on va dire, l'executive search sont tous américains. Des noms qui résonnent pas forcément dans nos têtes parce qu'ils sont peu connus. C'est, je dirais, la pratique du métier que d'être assez discret, assez confidentiel. On ne cherche pas à faire de publicité outre mesure. Voilà, et à cette époque, les grands noms qui sont toujours présents sur la place sont des noms de cabinets qui portent d'ailleurs le nom de leur fondateur, des Egon Zehnder, Spencer Stuart, par exemple, donc des anglo-saxons. Voilà, donc depuis 40 ans, en Europe, sous le nom Neumann, nous faisons de la chasse de tête, c'est-à-dire que notre rôle consiste à mettre en relation, je dirais, des besoins en recrutement, des opportunités de poste avec des compétences. Et donc notre métier, qui est vraiment particulier dans le recrutement, qui s'adresse à une niche finalement de fonctions ou de candidats, va consister à mener tout d'abord une étude de marché. Un client nous expose un besoin et nous-mêmes, par rapport à ce besoin, nous allons lui présenter une solution, une stratégie de recherche. Voilà, vous êtes peut-être à la recherche d'une personne qui puisse chez vous mener tel projet, qui puisse prendre telle fonction. On a souvent entendu parler de création de nouveaux métiers, etc. Donc on va lui amener une solution, lui présenter une solution et déployer derrière les moyens nécessaires pour arriver à identifier des compétences sur le marché qui pourraient correspondre aux besoins du client et qui pourraient ensuite être évaluées puis présentées à ce client. Le tout de façon assez confidentielle, tout d'abord parce qu'on répond à des besoins propres. On peut être amené par exemple à remplacer une personne qui est encore en poste, d'où le fait de ne pas publier d'annonce, parce que vous doutez bien que lorsque vous êtes en poste et que vous voyez dans les journaux que la société recrute quelqu'un pour vous remplacer, c'est pas tout à fait... Bon, voilà, donc des raisons de confidentialité on va dire. Ici, c'est vraiment la confidentialité extrême. On peut aussi accompagner des clients qui souhaitent ouvrir des filiales à travers le monde, parce que ça, c'est un autre de nos aspects. Nous avons un bureau à Strasbourg qui a été ouvert il y a plus de 20 ans, en 91, mais néanmoins, nos recrutements ne se concentrent pas essentiellement sur la région Alsace. Moi-même et Margot pourra témoigner, voilà, je mène des recrutements un peu partout en Europe pour des clients dont les sièges peuvent être en Alsace, peuvent être en Suisse, peuvent être en Allemagne, peuvent être un peu partout, voire des clients américains, etc. Donc ça correspond bien à un besoin, par exemple d'ouverture de filiales. Voilà, donc là aussi on reste assez confidentiel. Ou alors, je dirais pour des postes ou des missions pour lesquelles nos clients ne souhaitent pas qu'on communique outre mesure, mais plutôt qu'on leur apporte un service complet, c'est-à-dire non pas uniquement leur présenter des candidats, mais une vraie étude de marché sur le profil des personnes qu'on peut trouver, les motivations à un changement, voire même, je dirais, comment sont structurés leurs concurrents, faire des études d'organisation, d'organigramme, etc. Donc nos services sont très variés et ne se cantonnent pas, je dirais, à la chasse ou au recrutement. Et nous proposons également des évaluations, du coaching, de l'audit. C'est-à-dire que nous pouvons être amenés à évaluer des managers au sein d'un comité de direction, à évaluer des candidats qui pourraient, auxquels on pourrait proposer des évolutions en interne, accompagner peut-être des réorganisations d'entreprise. Attention, on ne fait pas du tout d'outplacement.
mais néanmoins on va conseiller, hein, finalement on fait beaucoup de conseils, et ça tourne toujours autour du recrutement, du coaching ou de l'audit. Voilà pour présenter la société. Nous avons, pour compléter cette présentation, une vingtaine de bureaux à travers l'Europe. Nous sommes également présents en Asie, également présents dans d'autres pays où nous avons des coopérations avec d'autres cabinets qui, eux aussi, font de la chasse de tête, qui sont par exemple au Brésil, qui sont en Inde, qui sont aux États-Unis, ce qui nous permet de couvrir l'ensemble du monde, quasiment. Et une autre de nos particularités par rapport à d'autres cabinets d'executive search, c'est de ne pas nous cantonner à une région. C'est-à-dire que je peux être amenée, par exemple, avec des collègues de différents bureaux, à aller rendre visite à des clients et à leur apporter des solutions sur mesure interpays. Ça aussi, c'est une particularité, c'est-à-dire que voilà, nous avons beaucoup de profils, hein, de candidats internationaux, de missions internationales, pour lesquels nous sommes reconnus d'ailleurs sur le marché. Et donc ces offres de services sont plutôt, c'est vrai, fortement demandées par nos clients, entreprises, hein, ce sont pour la plupart du temps des entreprises, ça peut être des institutions aussi ou des structures publiques qui aujourd'hui ne sont plus des structures, je dirais, qui fonctionnent de façon autonome. Très peu d'entreprises, je dirais, sont sur leur marché cloisonnées, mais au contraire, les structures aujourd'hui sont très ouvertes, très matricielles, et nous cherchons à répondre, en tout cas, aux besoins des sociétés aujourd'hui qui sont aussi en pleine mutation face à une communication qui est peut-être plus intense, hein, par rapport aux réseaux sociaux, etc., par rapport à la localisation des managers. Tout est décentralisé aujourd'hui, donc on essaye de s'inscrire en tout cas dans cette mouvance et de répondre aux besoins de nos clients qui peuvent être dans l'industrie de façon générale, donc des sociétés qui produisent, qui ont des usines, ça peut être dans le service également, ça peut être dans la distribution. On travaille également dans l'assurance. Enfin, on s'adresse en fait à tous les métiers, à tous les secteurs, et chacun de nos consultants sont spécialisés sur un domaine d'activité, sur une zone géographique particulière, voilà, ou sur des métiers en particulier. Voilà pour la présentation. Merci. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Levez la main. Je vous apporte le micro. Alors on va passer la parole à Laurence qui va nous parler de son parcours professionnel, de ses fonctions actuelles et de son entreprise Manpower. Alors Thierry Vianney dit de moi que je suis la doyenne, et moi j'ai dit de nous tous les ancêtres, de l'IFEC à Strasbourg. Je suis produit strasbourgeois, j'ai démarré par un BTS et donc j'ai intégré la toute première formation à Strasbourg en 89. La première de la France. C'était un gros challenge. J'ai terminé mes études en 2011. Je suis partie pour une mission en Île-de-France. J'ai intégré un groupe que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, mais qui existe toujours, parce qu'il a un nom différent. C'est le groupe ECO qui a été racheté par Adia et qui s'appelle Adia. Donc je suis très marché commercial. Rapidement, j'ai pris des responsabilités de manager dans une entité, dans une agence en Île-de-France, et je suis partie au bout de 2 ans pour aller travailler chez un de mes clients dans un secteur d'activité qui était complètement différent, où j'ai intégré en fait une entreprise qui fabriquait et commercialisait du câble courant faible et de la fibre optique. Donc j'intervenais en tant que responsable grand compte, donc auprès d'enseignes comme CGLX, Sony, Duval, pour participer à des projets de pré-câblage informatique ou alors d'installation audio-vidéo sur des très grands ensembles. Donc structure complètement différente, parce que là il s'agissait d'une PME qui était en plein développement, en pleine expansion, donc sur une fonction de responsable grand compte, donc plus du tout d'activité ou de fonction managériale. J'ai fait ça pendant 2 ans. Quand on démarre, on aime bien bouger. Et pour des raisons personnelles, en fait, je suis revenue sur Strasbourg. Et en revenant sur Strasbourg, j'ai intégré une autre entreprise
le groupe Plastic Omnium, que certains d'entre vous peut-être connaissent aussi, donc qui est une des entreprises les plus connues dans le monde dans la transformation de matières plastiques, surtout connue pour travailler dans le domaine automobile. Sauf que là, j'intégrais pas du tout le domaine de l'automobile, j'intégrais le domaine des systèmes urbains. Donc les systèmes urbains, c'est quoi dans un langage plus courant? C'est la partie de Plastic Omnium qui fabrique les poubelles. Donc pendant 2 ans, j'ai commercialisé auprès des collectivités locales, donc un environnement commercial qui était complètement différent. Parce que je passais en fait du domaine privé, en fait, du secteur privé au secteur public. Donc dans le cadre des marchés publics. Donc c'était un environnement totalement différent. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé pour Plastic Omnium au niveau des systèmes urbains sur la région Lorraine-Alsace. Je vous interromps. C'est pas tout ça que vous voulez? Si, tout à fait. Oui, mais j'aime pas. Mais oui. Alors je le tiens. Alors je parle plus fort. Parce que sinon les autres ISEG ne vous entendent pas. Vous m'entendez pas? Non. Et en fait c'est retranscrit. C'est à la et télé. Donc vous êtes à la télé et donc tous les autres étudiants de toutes les autres ISEG ne vous entendent pas. D'accord, mais je peux parler plus fort. Bon, ok, ça va très bien. Donc 2 ans de Plastic Omnium et puis besoin d'un peu de sédentarité. Je suis devenue maman, donc j'avais envie d'être un petit peu moins mobile parce que je découchais beaucoup. Je vous dis tout. Donc j'ai cherché une fonction plus sédentaire qui alliait et la partie management et la partie commerciale. Et en fait, j'ai fait des candidatures spontanées dans les grandes enseignes de travail temporaire de l'époque, donc à savoir Adecco et Manpower. Et c'est comme ça que je suis rentrée en 97 dans le groupe Manpower en tant que responsable d'agence. Donc dans le nord de l'Alsace. J'ai d'abord pris une première agence, une deuxième, puis une troisième, donc pendant 10 ans. Et au 1er janvier 2008, j'ai eu une promotion et je suis passée sur la fonction de directeur de secteur, donc en partant sur l'Île-de-France, donc retour en Île-de-France, et sur le département du Val d'Oise. J'ai fait le Val d'Oise, j'ai fait le nord, ceux qui connaissent l'Île-de-France, nord de l'Île-de-France, puis le sud de l'Île-de-France, l'Essonne, et je suis revenue fin 2009, début 2010 pour m'occuper de la partie haut-rhinoise, Haut-Rhin-Vosges et puis depuis maintenant 3 ans Haut-Rhin-Bas-Rhin. Donc je suis en charge de tout le développement commercial et des organisations donc, qui sont sur ce périmètre géographique. Donc alors, je pense que tout le monde connaît Manpower, je pense. C'est une très vieille enseigne puisqu'elle existe en France depuis 1957. Aux États-Unis depuis 1947, donc c'est vrai qu'on a été très très longtemps monoproduit puisqu'en fait on ne dispensait que la prestation travail temporaire. Depuis 2005, en fait, la loi Borloo nous a autorisé à faire du recrutement CDI, CDD. Donc ces 2 activités-là sont regroupées sous le label, sous l'enseigne Manpower. Et en 2011, on a créé donc Manpower Group. Donc Manpower Group, c'est un ensemble de marques qui est spécialisé dans différentes solutions RH avec différentes marques comme par exemple Experis Executive et Experis IT, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est effectivement une de nos filiales qui fait également de l'approche directe. On a d'autres marques qui sont spécialisées dans la formation, prioritairement sur la montée en compétences, soit par le biais de plateaux d'e-learning ou alors en présentiel, qui s'appelle Future Skill. On a une filiale, une de nos marques qui est Right Management, qui fait de l'outplacement, du reclassement. Tout ça, c'est des termes qui sont très, très techniques en RH. Je ne sais pas si vous les avez vous déjà abordés, et qui fait du conseil en stratégie RH. Voilà, on fait Manpower Group Solutions, on fait ce qu'on appelle du RPO et du TBO. Donc en fait, c'est de l'externalisation de services support pour des grandes enseignes, des grandes marques qui veulent externaliser certaines fonctions support, comme par exemple les achats, comme des services paye ou d'autres choses. Voilà, donc plus d'autres choses. Je suis plus synthétique. Merci. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Je m'en vais. Oui, alors moi j'aurais aimé justement que vous reveniez sur, puisqu'on est face à l'étudiant, vous reveniez sur les qualités indispensables, parce que vous entendez, j'ai écouté la partie management qui est importante justement, c'est vrai que quand on pense RH, on ne pense pas forcément tout de suite à tout
bien aussi que vous reveniez un peu sur ces qualités-là nécessaires et attendues finalement des postes dans le recrutement. Pour des postes dans le recrutement. Oui, non, c'est tout à fait juste. Je vais parler du métier que je connais, mais dans la chasse de tête, qui est vraiment à part dans le recrutement, mais néanmoins ça existe, donc on va en parler. Et je dirais qu'il y a 3 types de métiers. Le premier métier, c'est l'assistante. Alors, certes, c'est une personne qui va assister les différents employés d'une structure, du cabinet, qui est en fait une assistante de direction. Voilà, qui va faire des RH sans en faire, c'est-à-dire qu'elle va coordonner des rendez-vous, elle va peut-être préévaluer des candidats, etc. Donc elle est quand même très proche des métiers RH, mais ce sont des postes qui sont assez similaires à des postes d'assistante de direction, qui sont clés dans notre organisation. Nous avons ensuite... donc je commence, je fais toute l'échelle, on va dire, les consultants de recherche, qui chez nous sont des personnes qui sont issues de formations généralistes ou de formations commerciales. Donc beaucoup viennent de business school et qui, elles aussi, sont bilingues, trilingues et vont apporter, je dirais, une capacité à faire des analyses de marché, à s'intéresser à l'économie, à utiliser les différents outils à disposition, qu'ils soient informatiques, qu'ils soient Internet, le Web 2.0, etc. Et leur mission va consister à aller identifier des personnes. En gros, si on devait simplifier, ce sont un peu nos journalistes internes. Elles mènent des enquêtes. Elles mènent des enquêtes en fonction du besoin qu'on leur évoque. Elles ont des énigmes à résoudre. Et donc, elles mènent des enquêtes et elles vont établir des rapports qui sont des mappings de marché, des études de marché, etc. Et bien sûr, elles contactent aussi les candidats, donc elles vont les évaluer, mais sans leur faire passer de tests. Alors, chez nous, c'est un peu particulier. On ne fait pas passer de tests aux candidats. Donc je dirais que la composante un peu RH et psychologique est assez éloignée de nos activités quotidiennes, pour la bonne et simple raison qu'on va chercher une compétence sur le marché et que la personne est en poste, occupe un poste voilà, qui va convenir à un de nos clients. Donc c'est différent que, je dirais, de sélectionner parmi 100 candidats celui qui a le meilleur profil commercial, etc. Là, c'est plus... On est déjà content qu'on trouve la compétence, j'aurais tendance à dire. Donc, on ne s'impose pas en plus, sauf si nos clients nous le demandent, des tests de candidats. On sait les encadrer, on les fait faire souvent chez nos clients, c'est eux qui nous le demandent. Donc, chez nous, en interne, on n'a pas forcément de personnes qui sont spécialisées dans les tests psychologiques. Voilà, donc voilà pour le deuxième profil. Et puis le troisième profil va être le profil de consultant, qui est aussi une personne clé dans nos structures. Un consultant, c'est une personne qui, avant tout, c'est vrai, a un profil commercial. Parce que les missions qu'on nous confie nous tombent pas forcément toujours comme ça dans les mains, on nous connaît pas forcément. Et donc du coup, c'est notre réseau, enfin le réseau du consultant, on va dire, qui va permettre d'être en relation avec un directeur général, avec une société qui va lui évoquer un besoin et pour lequel on va vendre un service. Voilà, donc notre métier consiste à aller vendre un service d'approche directe, de recrutement, de coaching, etc. Donc il faut des capacités commerciales, il faut des capacités managériales ou de management de projet, parce que chaque mission est un projet qui chez nous va être mené, on ne mène pas un recrutement en une semaine, ce serait bien, mais c'est jamais le cas. Au minimum c'est 2 mois, 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Certaines fois lorsqu'on ne trouve pas, alors non pas parce qu'on n'est pas compétent, mais parce que je sais pas, le profil n'existe pas ou notre client change d'idée en cours de mission, on peut être amené à l'accompagner, voire même sur 2 ans. Donc voilà, donc il faut être capable de gérer un projet et de manager des personnes qui vont être affectées au projet, sachant que ces personnes-là, que ce soit un assistant ou un consultant de recherche, va être aussi affecté à d'autres projets. Donc c'est assez particulier. Le consultant peut être aussi manager d'un bureau, d'une équipe. Donc là, c'est du management direct. Il va fixer les objectifs, il va animer.
Donc il est commercial, il est manager, et en plus de cela, je dirais qu'il est aussi recruteur. C'est-à-dire qu'il va devoir s'adresser à des candidats qui souvent n'ont rien demandé, il va devoir les évaluer et il va devoir conseiller ensuite le client. Donc il est aussi conseil. Donc, finalement, c'est les postes que nous occupons sont tous multifacettes et comprennent également des dimensions commerciales et managériales. Nous n'avons pas besoin d'être psychologue certifié dans nos métiers pour être de bons consultants de recherche, de bons assistants ou de bons consultants, managers de bureau, de practice ou d'équipe. Est-ce que vous êtes organisé de la même façon en termes d'organisation hiérarchie? Oui, au niveau des métiers, il y a forcément des similitudes, bien entendu. Je dirais, en ce qui concerne l'organisation Manpower, donc en fait on a un maillage territorial, vous avez à peu près 700 agences aujourd'hui qui sont sur la France. Donc les agences sont des centres de profit. Donc, ça c'est déjà une caractéristique essentielle. Et en fait je vais vous parler surtout des métiers dans le réseau, parce qu'en service support au niveau du siège on a beaucoup d'autres choses, les services marketing, finance, informatique. Voilà. Mais au niveau du réseau, donc dans ces 700 agences, vous avez 4 filières métiers principales, vraiment les principales. Vous avez la première filière qui est effectivement la filière delivery, qui est plus les consultants, les chargés de recrutement. Donc c'est tous les gens qui sont chargés de la production du service. Dans le travail temporaire, on a des clients, donc on met à disposition des salariés intérimaires dans ces entreprises, qu'on recrute du personnel selon des profils de poste bien précis, différents métiers, sur des durées bien précises. Je ne vais pas vous faire tout l'avis juridique. Donc on a des assistantes de recherche, on a des attachés de recrutement et des chargés de recrutement. En fait, on va monter dans la filière selon son expertise et selon son envie de responsabilité, son envie d'élargissement de responsabilité. Donc ça, c'est pour la filière delivery. Généralement, ce qu'on demande en fait à cette filière qui est quand même en relation constante avec le client, c'est d'avoir un sens commercial et si possible un sens du résultat. On n'est pas amené à faire de la vente, mais on est quand même, quand je dis de la vente, c'est-à-dire de la négociation pure, mais vous êtes en contact permanent avec le client, de toute façon par téléphone, par écrit, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui sont chargés de la production du service vont à la rencontre des clients. Donc ça, c'est la première filière. La deuxième filière qui est très importante parce qu'on est dans un environnement très compétitif, très concurrencé, c'est la filière commerciale, bien entendu. Donc vous avez sur les postes juniors, vous avez des attachés commerciaux et quand vous montez effectivement en seniorité, vous passez chargé d'affaires. Donc ça veut dire que vous êtes en charge d'un portefeuille client, un portefeuille de SIRET, il y a des prospects, il y a des clients. Et donc votre rôle est d'élargir la base client et de saturer au maximum donc ces clients pour renverser la concurrence. Donc là c'est clair, si vous n'avez pas de compétences commerciales, si vous n'avez pas le sens commercial, le sens du résultat, si vous n'êtes pas péchu, si vous n'avez pas le sourire le matin, si vous n'avez pas envie de bouffer tout le monde, c'est pas la peine. Parce que c'est vrai que c'est un environnement qui est très compétitif, très concurrencé. Donc ça c'est pour la filière commerciale. La troisième filière c'est la filière administrative. C'est pas une filière qui est en grand développement parce que comme nos clients on a eu tendance aussi à externaliser tous nos services administratifs. Alors quand je parle de gestion administrative, c'est la gestion contractuelle aussi bien des contrats de travail, des contrats de service que de la facturation ou des éléments de paye pour nos intérimaires. Ça fait partie, je dirais, de nos services intégrés. Ce sont des services qui sont produits par des salariés Manpower, mais en tous les cas, on est en recherche constante de productivité et de plus en plus, en fait, on réduit en fait cette partie de gestion administrative. Ça, c'est les trois et la plus, pas la plus importante, mais celle que vous retrouvez effectivement au top. Donc la plus importante dans une agence, c'est le manager. Donc c'est la filière du management. Donc là, le manager, c'est le responsable d'agence ou le directeur d'agence, selon la taille de ses bureaux, si je puis dire, parce qu'un responsable d'agence peut être en charge du développement et de l'organisation de 1, 2, voire 3 agences. Donc, généralement sur des bassins d'emploi qui sont quand même assez rapprochés, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander au responsable d'agence de Mulhouse de s'occuper aussi de Strasbourg. On va faire en sorte que celui de Mulhouse s'occupe de Saint-Louis ou s'occupe de Guebwiller
et que celui de Strasbourg fasse les agences qui sont spécialisées sur le périmètre strasbourgeois, par exemple Strasbourg Tertiaire Cadre, puis Strasbourg Construction et éventuellement Strasbourg Industrie. Donc selon ses compétences, son engagement et ses résultats, il peut être amené à manager 1, 2 ou 3 équipes, donc des équipes composées de commerciaux. Donc ça présuppose forcément que c'est un bon commercial, parce qu'il va coacher et il va aller sur le terrain avec ses commerciaux. Il faut qu'il soit là pour assister le commercial s'il a des difficultés sur une négociation ou en cas de litige. Parce qu'on est quand même face à certains dossiers, donc sur des grandes enseignes, enfin des grosses entreprises ici sur le bassin alsacien, et Dieu sait qu'on en a de taille importante ici en Alsace. Donc des entreprises qui ont des tailles de salariés supérieures à 1000. Donc ça commence à être des négociations très difficiles. Voilà, donc le manager est aussi en charge de garantir la production du service. Il est le garant de la qualité du service vis-à-vis du client. C'est lui qui organise son équipe et il est aussi le garant de la rentabilité et de la productivité de son agence. Donc ça, ce sont pour nous qui sommes des purs produits américains, les maîtres mots qu'on entend du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, puisque chaque manager a des objectifs de rentabilité, de productivité, de développement commercial. Voilà. Ça présuppose d'avoir beaucoup de nerfs, beaucoup de pression. On est dans la réactivité en permanence, il faut savoir prendre des décisions rapidement, souvent à 11h pour 13h. Je ne parle pas des commandes, je parle de décisions importantes qui peuvent être demandées à un manager. On est moins dans la notion on est moins dans... c'est tous les métiers qui sont dans les agences, que ce soit au niveau du delivery comme au niveau commercial, la prise de décision est rapide, vous n'êtes pas dans des grands projets, des grands travaux de réflexion. Il faut savoir qu'il faut aimer travailler vite et prendre des décisions rapidement. Donc, ça c'est une particularité, on aime ou on n'aime pas. On aime travailler vite ou on aime prendre son temps et travailler sur des projets à long terme. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Quoi dire d'autre? J'ai des personnes qui travaillent avec moi en transverse, en l'occurrence une responsable emploi, donc c'est une personne qui est chargée en fait d'accompagner les agences sur le développement de nos ressources. Alors quand je dis de nos ressources, ce sont nos candidats, que ce soit les candidats intérimaires ou les candidats pour le travail temporaire, intérimaires ou les candidats pour le recrutement. Je ne vous ai pas parlé des postes de consultants recrutement qui sont des postes un peu hybrides dans nos organisations, puisque les consultants recrutement, donc qui développent essentiellement l'activité CDI, CDD, ce sont des personnes qui ont un double talent, puisqu'ils sont aussi bien à la production du service qu'au développement commercial. Là, on ne met pas d'étanchéité, on ne met pas de barrière entre ces deux compétences, enfin entre ces deux métiers plutôt. Donc, travaille avec moi en transverse sur la région Alsace, donc le responsable emploi, c'est un poste intéressant parce que c'est quelqu'un qui est en contact avec, je dirais aussi bien Pôle emploi que le conseil général, conseil régional, qui va travailler en partenariat avec les différentes écoles, les organismes de formation, va monter avec les agences des programmes de formation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en appui des agences sur le développement de nos ressources, et travaille également avec moi en transverse sur toute la région Alsace, une responsable grand compte. C'est quelqu'un qui va accompagner également les agences sur des entreprises qui peuvent être ou qui ont le potentiel pour être intéressés à plusieurs de nos marques. C'est quelqu'un qui va faire du cross-selling, donc qui va développer la vente de nos filiales et créer un lead auprès de nos différentes filiales si elle en identifie un besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est trop clair, je croyais que vous aviez pas. Au niveau de la demande que vous avez au niveau des agences, comment ça se ventile les demandes au niveau de CDD, CDI ou contrats d'intérim? C'est plutôt des contrats durée, ou c'est vraiment pour des durées très limitées? Alors effectivement, comme on n'a pas du tout les mêmes métiers, rester pérenne.
effectivement, on pourrait être amené à recruter des intérim managers. Ça peut faire partie aussi des demandes qu'on nous amène, mais néanmoins, c'est vrai que dans nos fonctions, étant donné que c'est plutôt du projet long terme, alors je dirais pas qu'on est moins réactif, quand même, c'est vrai, dans le quotidien, parce qu'on traite pas de volume chez nous. C'est plutôt de la mission haut de gamme qui demande beaucoup de réflexion, de conseils, etc. Donc on va pas agir dans la précipitation. Néanmoins, les objectifs qu'évoquait Madame Klein sont les mêmes pour nous, c'est-à-dire qu'on a toujours des objectifs de rentabilité. Il faut qu'on rentabilise le travail de tout le monde, qu'on remplisse nos objectifs. Et pour répondre à votre question sur le type de contrat, on intervient sur des contrats de cadres dirigeants, cadres spécialistes. Donc quelque part, c'est vraiment la sphère haute de l'entreprise. On peut être amené à recruter des spécialistes aussi. Certaines fois sur des missions courtes, ça peut arriver. Mais voilà, c'est vraiment des personnes qui sont confirmées dans leur métier. Et donc c'est pas du volume, c'est un besoin bien spécifique. Le directeur d'un service, le directeur d'une entreprise, le spécialiste des achats par exemple de plastique, etc., etc. Alors à contrario, c'est vrai que dans le travail temporaire, c'est complètement différent. Je dirais que une entreprise a un certain volume d'activité, elle a un certain carnet de commandes. Et donc ce carnet de commandes est très variable, et surtout en période de crise et de croissance, telle qu'on l'a connue, telle qu'on connaîtra encore des périodes de croissance, bien entendu. Et donc en fait, nous sommes une variable d'ajustement donc de l'entreprise qui va se garder, si on a une image un petit peu de couche, vous avez une couche fixe dans une entreprise qui sont les salariés permanents. Et puis vous avez une couche qui est un petit peu plus variable mais un peu plus pérenne, qui sont les CDD. Donc les CDD, les entreprises font des CDD, donc c'est pour démarrer peut-être une certaine forme d'intégration de personnel dans l'entreprise, et vous avez donc une petite partie qui est une variable encore plus courte d'ajustement, qui est le travail temporaire, et qui va permettre à l'entreprise de réguler ses besoins, soit liés à un carnet de commandes qui monte et qui descend. D'accord, et donc du coup va pouvoir réduire ou augmenter son personnel, et donc suivre son carnet de commandes, ou alors tout simplement pallier à l'absence maladie donc de personnel permanent. Donc dans ces cas-là, on a beaucoup d'entreprises font appel au travail temporaire, donc pour offrir cette flexibilité-là. À partir du moment où l'entreprise a une idée de pérennité, ou une idée plus pérenne d'un poste de travail, elle peut effectivement recourir à nos services, soit pour intégrer directement, donc là c'est effectivement de la facturation, c'est une facturation différente du travail temporaire, donc elle peut faire appel à nos services, soit pour lui recruter directement donc une personne, soit en CDD, soit en CDI. Voilà. Donc je ne sais pas jusqu'où allait votre question. Dans mon activité, alors c'est vrai que si on compare le chiffre d'affaires, c'est effectivement très très différent. On fait, je dirais, sur le travail temporaire 3,5 milliards, et sur le recrutement CDI, CDD 100 millions. Seulement, il faut savoir que sur les 3,5 milliards de chiffre d'affaires qui sont générés en France pour le travail temporaire, à l'intérieur, vous avez le salaire des intérimaires. À ce salaire, en fait, on intègre les charges, et donc sur ce salaire chargé, on a notre marge. Mais en tous les cas, dans ce chiffre d'affaires, vous avez la rémunération de la population intérimaire que l'on détache, puisque nous sommes l'employeur. Donc là, vous êtes dans une relation juridique qui est totalement différente de la prestation CDI, CDD, où là, on ne fait que de la facturation de prestations, c'est-à-dire qu'on identifie le collaborateur qui va intégrer donc l'entreprise, et c'est l'entreprise directement qui lui fait un contrat, soit un CDD, soit un CDI, et en aucun cas, nous ne sommes l'employeur. Donc là, on fait de la facturation de prestations.
Donc c'est vrai que le rapport du chiffre d'affaires est énorme, mais vous n'avez pas les mêmes composantes à l'intérieur. Mais en termes de dossiers, en termes de pourcentage de dossiers intérim et CDD, CDI, est-ce que vous pourriez nous indiquer? C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus de demandes de la part des entreprises pour de l'intérim ou pour des contrats de travail type CDD, CDI? Oui, bien entendu. Je dirais, les entreprises françaises ont énormément besoin de flexibilité. J'ai pas les millions d'heures qui sont prestées tous les ans, mais le travail temporaire en France, c'est 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, après, vous pouvez sortir votre calculatrice, 20 milliards de chiffre d'affaires, et il faut savoir qu'une heure prestée, c'est en moyenne une facturation de 25 euros. 25 euros de l'heure. Donc vous faites 20 milliards, qui est le poids de la profession, que divise 25 euros. Et vous avez le nombre d'heures qui sont consommées tous les ans par les entreprises françaises. Bon, ça fait des gens. Ça fait beaucoup de gens. En moyenne, Manpower met au travail 90 000 personnes par jour en France. Et on a 21% de part de marché. Ça vous fait un rapport direct. Je vais faire des notes. Un petit peu d'arithmétique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Julie. Donc justement, vous avez évoqué les personnes qui s'occupaient justement du recrutement. Et moi, j'aurais voulu savoir quels outils vous utilisiez en fait, autant dans la chasse de tête que dans le travail temporaire pour trouver des personnes qui correspondent. Voilà. L'outil premier, il y a beaucoup d'outils et je dirais que depuis 10 ans que je suis dans le métier, je les ai vus évoluer. En arrivant il y a 10 ans, je trouvais déjà que j'étais plutôt en avance dans l'utilisation d'Internet, de la messagerie, etc. Et mes collaboratrices de l'époque me disaient, mais tu sais, nous quand on a démarré, on avait un annuaire papier, rien n'était sur un ordinateur. Enfin, bon, donc oui, on s'adapte à l'évolution, c'est sûr, au Web 2.0, aux outils de communication, etc., qui sont des outils indispensables sur lesquels j'espère que chacun d'entre vous est présent, travaille son image, cultive son réseau. Il est vrai qu'aujourd'hui, plus on est visible et plus on a de chances d'être approché par différents cabinets, que ce soit des cabinets ou des marques de Manpower ou d'autres types de cabinets, voire des structures dont on n'imaginerait même pas l'existence. Aujourd'hui, quand vous êtes visible sur un réseau social, on peut très bien vous contacter depuis l'Angleterre pour vous proposer un poste, je ne sais pas moi, à Colmar. Bon voilà, donc c'est particulier, c'est vrai, donc il faut être visible, c'est la première des choses. Et donc les outils qu'on utilise, nous avant tout, parce qu'on a une démarche qui est très cadrée, très normée, c'est celle qu'on vend à nos clients, qu'on vend très cher à nos clients, ou qui nous achètent très cher, donc qui est toute une stratégie de recherche, mais on part avant tout d'une connaissance d'un marché, d'une connaissance d'un secteur, etc., d'un métier, pour établir ce qu'on appelle chez nous des listes d'entreprises cibles. Donc notre client nous évoque un besoin, on va lui dire ce besoin-là, je suis certaine que vous allez le trouver dans telle et telle entreprise ou dans telle et telle région, ou alors peut-être vous êtes transformateur de plastique, mais par rapport à ce que vous m'évoquez, je suis sûre que dans les métiers du métal, on va retrouver des compétences, etc. Donc on dresse ce qu'on appelle, pour simplifier, un mapping, une étude de marché, et à partir de là, on sait où on va aller chercher, et donc on va aller identifier les personnes. Donc soit on a beaucoup d'outils, soit on n'en a pas, soit on fait beaucoup d'enquêtes, de travail journalistique, soit on n'en fait pas, soit on a une belle base de données, soit on n'en a pas, mais au final on part toujours de noms, de sociétés. Un exemple concret, imaginons que l'usine Cronenbourg se mette à la recherche d'un nouveau directeur d'usine, donc c'est de l'agroalimentaire, c'est de la brasserie, fabrique de la bière.
où je vais trouver ce directeur d'usine. Si il faut qu'il parle allemand, je vais imaginer que j'aurai plus de chances de le trouver, par exemple, dans des filiales d'entreprises allemandes, autrichiennes, suisses, ou de le trouver dans des zones frontalières. Mais il faut peut-être aussi que je reste dans le monde de l'agroalimentaire, que je ne m'éloigne pas trop. Donc voilà, donc je vais dresser en gros une toile, un schéma, un mapping, où je pense pouvoir trouver un directeur d'usine qui répond aux critères demandés. Ensuite, comment fais-je? Alors, soit depuis ma liste, je prends l'annuaire, le bulletin, comme on le faisaient mes collègues à l'époque, je prends les numéros de téléphone et puis j'appelle. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle chez nous un scénario d'approche. Donc je vais imaginer une histoire, c'est presque du théâtre et ça fait partie des compétences qu'on recherche, pour obtenir le nom du directeur de l'usine que je convoite, entre guillemets. Ça peut être très simple, hein, c'est différents scénarios, comme le ferait un journaliste ou un enquêteur pour un autre projet. Soit par exemple, je vais me procurer des annuaires professionnels, des listings de conférences dans l'agroalimentaire, dans la brasserie, à la CCI, dans toutes les usines qui sont en Alsace, etc. Voilà. Soit je vais chercher dans ma base de données. J'ai bien sûr depuis 40 ans une grosse base de données, donc je connais des gens. Donc je fais des recherches croisées par code NAF, code fonction, etc. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, je vais aller utiliser les réseaux sociaux, mais toujours en partant de ma liste. Donc peut-être que sur LinkedIn, sur Viadeo, sur tel autre réseau, je vais avoir tout de suite le nom de la personne que je recherche, alors que je ne la connais pas. Et en plus, c'est magique, j'ai son CV qui s'affiche. Donc j'ai presque même plus besoin de l'appeler pour avoir des renseignements. Donc c'est vrai que ça facilite quelque part l'identification des personnes. Mais néanmoins, au départ, il faut toujours avoir cette approche structurée et cette connaissance du marché, parce que sinon on peut appeler à tort et à raison des personnes. Et vu qu'on va quand même chercher des personnes qui sont en poste pour la plupart du temps, qui vont répondre à un besoin d'un certain niveau, voilà, il faut que le cabinet ait une crédibilité pour accrocher l'attention, attirer l'attention de cette personne, pouvoir entamer une discussion et pouvoir l'amener en plusieurs contacts à venir en rendez-vous, parce que c'est pas toujours automatique. Et puis après, on a différentes bases de données qu'on exploite, qui sont des bases de données la plupart du temps payantes, de job boards, par exemple le cadre emploi, des bases de données de l'APEC, des bases de données diverses et variées. En gros, ce sont à peu près tous les outils qu'on peut utiliser. Donc, à contrario, c'est vrai que là, dans le scénario de l'approche directe, vous êtes dans la haute couture. C'est vrai que dans le travail temporaire ou dans le type de recrutement CDI, CDD qu'on fait, on n'y est pas. Notre filiale Experis exécutive fait de l'approche directe également et donc travaille avec les mêmes outils. Néanmoins, les réseaux sociaux sont des outils qu'on utilise aujourd'hui également. Je dirais que si on regarde un petit peu comment aujourd'hui... Alors, votre question, c'est vraiment les outils pour capter les ressources. Alors, le premier outil, c'est l'agence, encore. Je dirais qu'on se doit encore d'être ouvert pour accueillir des candidats. Je dirais que c'est pas là où on a la meilleure qualité au niveau du passage. On va dire on recrute entre 1 et 2 personnes sur 10 qui passent s'inscrire comme ça spontanément en agence. C'est vrai que dans les zones urbaines, en tous les cas de moins en moins, c'est encore vrai dans les zones diffuses où je dirais que tout le monde n'est pas forcément équipé d'outils informatiques. Donc c'est vrai que les agences ont encore cette utilité-là, mais de moins en moins. Je dirais que le deuxième outil, c'est bien entendu les inscriptions sur notre site web, manpower.fr, et qui viennent enrichir notre base de données, que ce soit en fait pour les intérimaires ou pour les candidats en fait qui se positionnent sur du travail temporaire ou sur du CDI, CDD. On a rarement des gens qui se positionnent uniquement sur du travail temporaire. Généralement, par défaut, ils souhaitent aussi un CDI. Ça arrive qu'ils n'en veulent pas, mais c'est rare. Donc, on utilise alors les consultants qui sont experts dans le développement de l'activité CDI, CDD. Eux sont inscrits sur les réseaux sociaux. Donc, on leur demande de plus en plus, en tous les cas, d'avoir une activité forte
sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai qu'on communique énormément différemment hein, dans les écoles, dans les organismes de formation. Ce sont aussi pour nous des voies royales hein, pour capter les ressources et pour faire parler de la marque. Donc je dirais qu'on essaye de capitaliser, donc on va mettre en place des applis mobiles. Ça fait un moment qu'on en parle, donc comme ça on aura directement des offres d'emploi sur les téléphones. Bon, on avance. Donc ça c'est uniquement pour capter les ressources. Après on a plein d'autres outils. C'est vrai que vous n'avez pas d'outils d'évaluation. Nous, on a des outils pour évaluer les talents, donc les candidats qui viennent et qui candidatent en fait à des postes en CDI ou en CDD. Donc, beaucoup de nos clients nous demandent effectivement des évaluations de leurs compétences, de leur savoir-être. Un autre outil, j'ai oublié de le mentionner, ce sont les annuaires d'école. C'est vrai que quand j'ai démarré, on commandait chaque année nos annuaires. Il y a l'EM, etc. Aujourd'hui, on a des startups qui sont nées il y a quelques années, qui ont eu la bonne idée de centraliser tout et d'informatiser tous ces annuaires dans des bases de données. Donc c'est ce que j'incluais aussi dans les outils bases de données. Mais oui, on utilise beaucoup les annuaires d'école, donc c'est important d'être toujours actif, même une fois qu'on a quitté l'école, au sein de son réseau, de mettre à jour sa fonction dans l'annuaire. Très très important, voilà, parce que effectivement c'est une source très utile pour les recruteurs, et donc plus on est visible, plus on a de chances d'être approché. Donc autant le faire à bon escient, et en plus on est diplômé d'une école qui a un beau réseau. Ce serait vraiment vraiment dommage de pas s'en passer, ou de s'en passer plutôt. Autre chose, je disais qu'on ne publie pas d'annonces. On peut être amené dans certains cas à en publier. De façon générale, on n'en publie pas. Mais néanmoins, lorsque nous ne sommes pas autorisés à publier une annonce, ce qui est la plupart du temps le cas, nos consultants de recherche vont envoyer des descriptifs de postes anonymes aux responsables des relations avec les élèves ou les anciens élèves des écoles. Et donc du coup, voilà, on publie quelque part dans nos réseaux finalement, sans forcément divulguer, je dirais, l'identité du recruteur. Mais, donc ce qui veut dire que les anciens élèves peuvent avoir accès à toute une série de belles offres d'emploi, d'autant plus si l'école est spécialisée. Les écoles spécialisées en achat, en finance, etc. sont souvent sollicitées par les recruteurs, parce qu'on se dit, voilà, j'ai un profil achat à trouver, je vais tout simplement m'adresser à une filière achat. Ça semble logique, plutôt que d'éplucher tout un réseau social ou toute une base de données. Ça peut faire sens. Donc 2 conseils pour rebondir sur ce que viennent dire ces dames, c'est que quand vous chercherez un emploi, ou dès à présent ayez votre CV sur les réseaux sociaux professionnels, via des LinkedIn. Et puis quand vous partez de l'école, gardez contact avec nous, parce qu'il y a des opportunités de plus en plus. Les cabinets de recrutement passent par nous pour rechercher des profils. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais savoir si vous arrivez à recruter un particulier, directement chez la et présentation des conséquences, des négociations, etc. Et une deuxième question, est-ce que vous pouvez recruter pour un client chez un autre De la débauche? Alors la débauche chez moi c'est totalement interdit. En fait, c'est pas du tout une pratique dans le travail temporaire. On ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques. A contrario, c'est ce qui se fait dans l'approche directe. Oui, mon métier consiste à débaucher. Je passe ma vie à débaucher des personnes. C'est très plaisant. Certes, nous débauchons, mais nous avons une éthique qui est très très forte. Effectivement, si je travaille pour un client, si je travaille pour Cronenbourg, en l'occurrence, je vais garantir dans la vente de ce service toute une série de prestations, et notamment le fait que je ne vais jamais aller déshabiller Cronenbourg dans
sais pas, moi, un délai, une période de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on définit cela. Et donc on peut aussi signer des accords avec ce client à un niveau plus international ou sur la durée. Et donc, ce qui veut dire qu'on est le partenaire unique de Cronenbourg et qu'on n'ira jamais chercher quelqu'un de chez Cronenbourg pour l'emmener ailleurs. D'autant plus qu'on connaît bien les organigrammes, le management de l'entreprise nous a fait confiance, nous a divulgué des informations extrêmement confidentielles. Et donc, même si Cronenbourg, imaginons, décide de ne plus travailler avec nous parce qu'il n'y a plus de besoin au niveau du comité de direction, pour lesquels on pourrait être interrogé, sollicité. On a quand même des gentlemen agreements qui font que si, vu qu'on souhaite retravailler avec l'entreprise, on ne va pas aller pêcher quelqu'un dans l'entreprise, ou alors on va en informer l'entreprise. Il se peut aussi, certaines fois, et ça nous arrive, ça nous embête bien, on a travaillé pour Cronenbourg, on va dire en début d'année, on a recruté le directeur d'usine, et puis un autre membre du comité de direction, qui du coup a été amené à nous connaître, se porte candidat auprès de nous pour un autre poste. Mince, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout cela, on l'évoque avec la personne qui se porte candidat, on peut être amené à en parler à la direction. Donc oui, on s'interdit d'aller chasser chez nos clients pendant la période pour laquelle on a un interdit. Maintenant, évidemment, on va chasser ou débaucher les candidats à la concurrence. C'est, je dirais, notre cœur de métier. C'est notamment aussi pour cela que les agences Executive Search se sont créées il y a à peu près 50 ans. Quand on lit comme ça des récits des pionniers d'Executive Search, ça fait toujours beaucoup rire, je trouve, parce que oui, on était considérés un peu comme des bandits. Comment on peut aller chercher chez le concurrent une compétence, on peut mettre à mal une entreprise parce qu'on lui enlève une compétence clé pour la remettre ailleurs. Bon, est-ce que c'est très éthique ? Oui, on peut se poser toutes ces questions-là, c'est sûr. Maintenant, on ne force jamais personne. En fait, notre métier, c'est vraiment d'être des intermédiaires entre une demande et un besoin. Donc, on va aller contacter des personnes, souvent de façon très confidentielle. On leur évoque un besoin dans les grandes lignes. Et ces personnes nous disent, ça tombe bien que vous m'appeliez. Moi, j'ai plus de possibilités d'évolution dans cette entreprise. Imaginons que je sois chez Heineken, voilà, je pourrais pas évoluer, je pensais de toute façon partir, oui, je serais ravie d'aller en face. De toute façon, je dirais, à un moment ou à un autre, ce sont quand même des cadres qui gèrent leur carrière, ces personnes vont partir, vont évoluer, etc. Voilà, donc on ne va pas les arracher à l'entreprise. Il faut qu'on arrive au bon moment. Et finalement, nos métiers, ce sont certes beaucoup de travail, beaucoup de compréhension d'un secteur, etc., une évaluation juste des personnes, mais néanmoins, c'est quand même beaucoup de chance. Parce qu'on peut appeler 100 personnes, 200 personnes, et les gens ne sont pas mobiles, n'ont pas envie de déménager leur famille. Bon, voilà, donc on va pas réussir à les débaucher. Donc, il faut qu'on arrive au bon moment, et même nos clients sont sensibles à cela. Ils n'ont pas forcément envie de prendre Paul parce qu'il vient de la concurrence, s'ils cherchent simplement à changer pour gagner plus 20%, 30% de salaire, et que la motivation première n'est pas de voir une évolution de parcours. Quand il n'y a pas cette motivation de la part du candidat, si c'est juste une motivation pécuniaire, souvent ça stoppe aussi un peu l'envie de recruter la personne. Donc oui, on va chasser, mais en même temps, on n'est pas non plus à la recherche je dirais des candidats les plus avides, ceux dont les dents ratent un peu le sol, etc. Voilà, il y a quand même une logique derrière tout ça. Et bien sûr des principes éthiques très très importants. Ils sont essentiels dans cette profession. Sinon on est complètement décrédibilisé, aussi bien auprès des candidats que des clients, et donc du coup le métier peut plus s'exercer. C'est vrai que chez nous, on n'a pas que les demandeurs d'emploi. Ce ne sont pas que des gens qui sont inscrits à Pôle emploi qui cherchent et qui viennent s'inscrire chez nous. Mais il faut que ce soit le candidat qui fasse la démarche. C'est-à-dire que très fréquemment, bien sûr, on a des collaborateurs de chez nos clients, de chez nos prospects qui veulent qu'on leur trouve un emploi, que ce soit du travail temporaire ou que ce soit un CDI. Mais il faut que ce soit de leur propre initiative. Est-ce que vous avez une dernière question ?
peut-être la question qui se pose, je sais pas, mais comment c'est évident pour les deux agences, comment vous faites facturer vos services en fait, auprès de vos clients? Comment ou combien? C'est un pourcentage ou Alors, de toute façon, il faut déjà scinder le travail temporaire du CDI-CDD, comme je vous l'ai expliqué, hein, puisque dans une des deux prestations, vous avez le salaire de la personne qui est intégrée, ce qui n'est pas du tout le cas dans la prestation CDI. Donc déjà, ça c'est une notion importante. Après, je dirais que le niveau de la prestation, déjà, va faire la différence. Je vais parler pour ce que je connais le mieux. Donc en fait, les clients qui nous confient des recrutements en CDI, en fait, vont acheter un certain package en caricaturant. C'est soit ils veulent qu'on leur livre le candidat qui a exactement le profil et ils ne veulent pas, ils veulent rencontrer une seule personne, donc ils veulent le bon candidat et on l'accompagne au démarrage de sa fonction. Ou alors sur des prestations plus simples et moins onéreuses, en fait, on va leur vendre une prestation dans laquelle on va leur proposer un certain nombre de profils qui répondent à son cahier des charges. Donc c'est lui qui va faire le choix de son candidat définitivement. Donc c'est lui qui va organiser les rendez-vous et qui va choisir lui-même son candidat au final. Donc ça c'est la version un petit peu simplifiée, c'est-à-dire que nous on fait uniquement ce qu'on appelle de la présélection. Donc on va identifier quelles sont les personnes qui ont le profil adéquat, théoriquement. On a uniquement des entretiens téléphoniques. On présente entre 3 et 5 CV à l'entreprise et c'est l'entreprise qui gère toute la suite du recrutement. Et la prestation la plus onéreuse, c'est celle où en fait on lui livre directement le candidat qui a été testé et qui répond strictement à ses attentes. Après, donc ça c'est au niveau de la prestation en elle-même. Et après en fait on va faire une segmentation selon le niveau de la personne, selon sa famille de métier. C'est-à-dire que si c'est un employé, le prix de la prestation ne sera pas le même que si c'est un technicien et ne sera pas le même que si c'est un cadre intermédiaire ou si c'est un cadre dirigeant, puisque Experis Exécutif fait aussi l'approche directe. Donc plus vous allez dans la rareté et plus c'est cher. Et donc ça se traduit soit en facturation forfaitaire, soit c'est un pourcentage du salaire annuel brut. Nous, on a réussi à combiner les deux. On travaille au pourcentage et au forfait. Nous avons une obligation de moyens et une obligation de résultats. On fait tout en fait. Pour notre société, effectivement, enfin dans la chasse, il y a deux façons de facturer. Ce qu'on appelle le contingency ou retained. Donc ce sont les fees, enfin les honoraires en fait, hein, qui sont forfaités, enfin on va dire facturés soit au résultat, soit par rapport aux moyens qu'on met en œuvre. Dans notre cas, nous ne facturons pas au résultat. C'est-à-dire que nous nous interdisons, certains le font, nous interdisons de vendre du CV. Hein, et si j'ai un candidat, par exemple, un directeur général qui s'adresse à moi, qui me dit « Madame, je cherche, trouvez-moi un employeur », certains consultants le font, vont aller appeler différentes entreprises, j'ai un super candidat, vous le voulez, je vous le facture tant. Moi, je le fais pas, je me l'interdis. Donc voilà, donc on ne procède pas comme ça. Par contre, je vais écouter un besoin d'un client et en fonction de cela, la prestation va se facturer en 3 termes que l'on trouve ou que l'on ne trouve pas. Donc c'est bien une obligation de moyens. Je vends au client une prestation complète avec une assistante, un consultant de recherche, un consultant de production, voire un consultant de vente, etc. Donc il y a plusieurs personnes qui interviennent. On facture au démarrage de la mission, c'est-à-dire toute cette prestation d'enquête, de recherche, d'approche des candidats, de préqualification téléphonique, de reporting sur le marché, les salaires, etc. Tout ça, ça fait l'objet d'une prestation. Si le client souhaite ensuite aller plus loin, on lui facture la présentation des candidats qui tous correspondent a priori à ce qui est demandé. Et ensuite, on facture un 3e terme qui est lié au recrutement de ce candidat. Donc,
effectivement, même si on ne trouve pas, pour diverses raisons qui ne sont pas toujours liées au candidat ou à notre travail, mais plus à des changements de stratégie de l'entreprise, le travail qu'on a mené est quand même facturé. Le principe est de facturer le travail qui a été effectué. Et comment on le facture, ce travail? On pratique un pourcentage. Et le pourcentage est lié au salaire total du candidat qu'on va recruter. Et donc on divise ce salaire annuel, le salaire fixe, le bonus, les avantages qui peuvent être additionnels, etc., type voiture ou d'autres choses. On divise tout cela par 3, par 33%, et on arrive à un niveau d'honoraire, et sachant qu'on a un seuil d'intervention minimum pour lequel nous n'intervenons pas. Donc certaines fois, lorsqu'on cherche des profils très très spécialisés, notre client peut payer une chasse aussi chère que le salaire annuel du candidat. Ça peut arriver. Mais parce qu'il en a besoin, qu'il a posté des annonces, qu'il a essayé tous les moyens, toutes les agences de France et de Navarre, et qu'il n'a pas trouvé. Et que cette personne, une fois qu'elle fera partie de l'entreprise, peut finalement lui apporter des bénéfices, etc. Donc finalement, nos honoraires, même s'ils peuvent sembler élevés, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on apporte derrière à une entreprise. Parce que les postes sont stratégiques. Poste vacant, c'est déjà aussi. Merci pour ce tour d'horizon des métiers du recrutement, et en tout cas j'espère que tous ces éléments auront peut-être suscité des vocations d'ici la sortie de l'école, ou en tout cas auront permis de donner plus d'éléments sur ces métiers-là, puisque finalement ça représente aussi un débouché, même si je pense que là le message était clair aussi, il faut avoir une motivation et en vouloir, mais finalement c'est comme partout. Donc je propose de poursuivre la discussion de manière plus informelle, puisqu'on a préparé un petit apéritif dans la salle à l'arrière. Donc je vous invite tous à passer à l'arrière, et encore merci d'être venus au nom de la Business and Finance School. Merci à tous.